Merci beaucoup Bastien, merci Marie-Carmen de cette invitation. Je suis très content d'essayer de vous raconter un petit peu ça. Je ne savais pas quel titre donner à cette première présentation de la matinée. Alors le titre n'a pas beaucoup d'intérêt. On en fera peut-être, on essaiera d'en trouver un mieux à la fin. En revanche, je peux vous dire un peu plus précisément qu'est-ce que je veux essayer de vous raconter. C'est en fait cette notion de réseau social, ou réseaux sociaux au pluriel, qu'on manipule de façon extrêmement ordinaire et courante aujourd'hui. Elle a une histoire, et la façon dont on en parle et ce qu'on en fait, comme l'a dit Bastien, on l'hérite. On le récupère d'un certain nombre de travaux qui ont une histoire presque séculaire, qui dure presque un siècle. Je vais essayer de vous montrer ça d'abord. Je vais vous montrer que ça débouche sur en fait tout un domaine des sciences sociales qui s'est organisé avec ses concepts, ses théories, ses méthodes, ses outils autour de cette notion de réseau social, jusqu'à en faire éventuellement, ou pas, on pourra en discuter éventuellement, une sorte de théorie ou de paradigme dans les sciences sociales. Et je voudrais vous montrer les apports en fait de ces outils et de ces concepts et de ces travaux en sciences sociales à un certain nombre de questions. Alors Bastien a évoqué la recherche d'emploi et je vais en parler. Je donnerai peut-être éventuellement quelques autres exemples pour montrer qu'est-ce qu'on peut analyser quand on utilise cette notion de réseau et comment évidemment ça peut vous intéresser vous dans votre vie quotidienne, votre parcours sportif, professionnel, biographique, etc. Et ça veut dire que ça va revenir à discuter autour d'une notion qui dérive de cette notion de réseau social, c'est la notion de capital social. Donc c'est ce que Bastien a expliqué dans sa présentation, dans son introduction. C'est l'idée que nos relations peuvent, sous certaines conditions, constituer des ressources. Quant à savoir si nous pouvons facilement les manipuler, ces ressources, on va en parler et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Avant ça, il faut que je vous dise, moi, comment j'ai rencontré cette notion. En fait, je l'ai rencontrée en devant faire ce que je fais ce matin, mais pour la première fois, j'ai fait ça en 2003 parce que j'ai eu à préparer un cours d'agrégation de sciences sociales à l'ENS, à Lyon. Et c'était l'intitulé du cours. Et moi, j'ai regardé la bibliographie de ce cours qui faisait 10 pages et je connaissais un seul article sur les environ 200 ou 300 travaux que j'avais à lire pendant l'été pour pouvoir faire ce cours. Je ne connaissais rien à ça. J'étais peut-être comme vous, si là, maintenant, je vous dis, je ne sais pas si vous n'avez pas forcément des papiers et des crayons devant vous, mais sinon, utilisez votre tête et votre imagination. Si je vous dis là, maintenant, comment vous représentez le monde ? Essayez de le dessiner sur une feuille de papier ou dans votre tête. Bon, je vous laisse 2 secondes. Il y a des chances que vous dessiniez, moi je ferais ça, un rond, et puis on essaye vaguement, parce qu'on ne sait pas dessiner, de faire des continents. Et c'est ça notre représentation du monde. Si je vous dis juste après, comment vous représentez, ou si je vous demande comment vous représentez le monde social ou la société, là c'est un petit peu plus compliqué. Alors, en même temps, c'est de la triche parce qu'on parle de réseau ce matin, donc il y a peut-être des chances que vous essayiez de dessiner un réseau pour dire c'est ça le monde social ou c'est ça la société. Cette façon de penser le monde social, qui est devenue extrêmement commune, en fait, elle n'est pas si vieille que ça. On va essayer de retracer ça. Moi, quand j'ai commencé la sociologie et quand on m'a mis ce terme dans les pattes, je ne voyais pas du tout le monde social sous la forme d'un réseau. Je crois que je le voyais plutôt comme ça. Alors, sous différentes formes, hein, mais je pense que je le voyais possiblement sous la forme d'une pyramide. Alors, vous avez une version du début du XXe siècle, du syndicalisme américain révolutionnaire, voilà, avec les bourgeois en haut et le peuple en bas. Mais cette version, vous voyez que ça, c'est un document du Crédit Suisse qui résume un petit peu ce qu'on dit quand on parle des 1%, c'est-à-dire les 1% les plus riches qui détiendraient 45,2% du patrimoine mondial. Bon, on a cette idée de pyramide. Le monde social et les sociétés seraient des pyramides avec très peu de riches en haut, des élites, et puis les classes populaires, la masse, le peuple, les citoyens en bas. Cette forme, cette représentation du monde social, elle a été, dans les sciences sociales, discutée à partir des années 60, 70, et on a dit, ah ben non, la pyramide est devenue une toupie.
Donc c'est cette fameuse toupie ici, parce qu'il y aurait, en fait, il y aurait plus de pauvres, il y aurait plus que des classes moyennes. Bon, idée un petit peu discutable, mais bon, toutes ces représentations sociales, moi je les ai eues en tête pendant très longtemps quand j'ai appris la sociologie, quand j'ai été étudiant, puis quand j'ai commencé à l'enseigner. J'en avais une autre aussi en tête quand même. Je ne sais pas si vous avez croisé les travaux de Pierre Bourdieu dans votre formation. Il y a un livre de Pierre Bourdieu qui s'appelle La Distinction, qui date de 1979 et dans lequel il y a un graphique qui est très célèbre, qui s'appelle l'espace des styles de vie et des positions sociales. Alors ça, c'est une version simplifiée qui a un petit intérêt ce matin parce que dans cette version simplifiée, Pierre Bourdieu a laissé beaucoup de sport. Donc on voit par exemple qu'en haut de cet espace social, plutôt du côté des classes qui ont beaucoup de ressources culturelles, scolaires, économiques, mais alors plutôt à droite, on pratique plutôt l'équitation, la chasse et la voile. Et à droite, ce n'est pas complètement un hasard dans cet espace. Plutôt à gauche, du côté de ceux qui ont plutôt des diplômes que du patrimoine, on pratique la marche, la natation, la montagne, par exemple, et en bas, plutôt, dans les classes populaires, plutôt le football. C'est une version simplifiée. Ce graphique et les travaux de Pierre Bourdieu ont été beaucoup discutés en sciences sociales, mais moi, j'avais ça en tête. Quand on me disait « c'est quoi la société ?», je pense que je me la représentais comme ça. Et puis, à partir de 2003, j'ai dû faire ce cours et je me suis mis à la voir autrement. Puis j'ai vu qu'en fait, c'était partout. Exemple. J'ai vraiment réduit, j'ai une grande collection de réseaux qui se sont mis à me sauter aux yeux tout le temps à partir de 2003. J'en voyais partout, je me suis mis à voir des réseaux partout. Mais un exemple qui va peut-être intéresser certains d'entre vous, France Football, 14 octobre 2003. Donc moi, je commence mon cours, c'est le France Football de la semaine. Comment jouent les 20 équipes de Ligue 1 ? En fait, les journalistes de France Football ont regardé qui fait la passe à qui. C'est peut-être quelque chose qui est complètement ordinaire pour vous en STAPS maintenant. On va voir que, alors c'est un petit peu ancien, mais voilà, c'était assez inédit dans France Football, surtout qu'à l'époque, 2003, c'est le deuxième, ça va être le deuxième titre de l'OL. Et en gros, ce qui était intéressant, c'est que, bon, je vais trop vite, parce que j'ai pas le temps, mais l'OL, on avait tendance à faire la passe vers l'avant, alors que là où, à Marseille, visiblement, le ballon restait plutôt coincé à l'arrière. Voilà. Il y avait l'idée, qui est une idée, en fait, on croit qu'on parle de foot ou de sport, mais on parle de sciences sociales. Il y avait l'idée que les structures des relations déterminent les comportements. Et ça, c'est une idée fondamentale pour comprendre ce que c'est que les sciences sociales des réseaux et comment fonctionnent les réseaux. C'est une idée fondamentale parce que Bastien l'a mis en hypothèse dans son introduction. Il y a cette idée qu'on possède un réseau et qu'on pourrait faire un réseau. Ben, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'on peut au moins dire aussi facilement qu'on est possédé par nos réseaux et ils nous font. Ça marche en fait dans les deux sens, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Alors moi je le vois en 2003, est-ce que c'est ancien, est-ce que c'est nouveau ? Alors le mot est plutôt nouveau, ça c'est un outil de Google qui permet de voir la fréquence d'apparition d'un mot dans tout ce que Google a numérisé. Et donc vous voyez que l'expression réseaux sociaux, il ne se passe rien jusqu'on va dire aux années 60 ou pratiquement, et là le terme explose. Mais c'est pas... Regardez où est Facebook dans cette histoire. C'est à la fin de cette explosion. C'est pas du tout au début. Facebook apparaît environ 35-40 ans après que ce terme est apparu dans la façon dont on parle, dans la façon dont on écrit, et voilà. Ça, c'est le mot. La chose, c'est-à-dire avoir un réseau, être dans un réseau, ou que l'idée que le monde social serait en réseau, est-ce que c'est une idée nouvelle ? Est-ce que le monde a changé ? Ou est-ce que ça a toujours été comme ça ? Il est fort possible que ça ait toujours été comme ça. Et que posséder un réseau et utiliser son réseau, ça ne soit pas complètement nouveau. Il y a un article très célèbre en histoire qui date de 1993. Alors déjà, l'article est ancien. Il a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et il parle de quoi, l'article ? Il parle de l'ascension des Médicis dans la Florence du XIVe siècle. Et il montre que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la famille Médicis, voilà, qui à un moment donné, règne sur le monde financier, sur l'Europe économique, politique, etc. Ben, en fait, ce n'est pas la famille la plus riche.
C'est pas elle qui a le plus grand patrimoine, c'est pas forcément la famille la plus cultivée, même si elle possède beaucoup de tableaux et on lui en peint beaucoup. En revanche, c'est la famille qui va se trouver à une place très particulière dans le réseau des alliances matrimoniales, c'est-à-dire des mariages entre familles florentines. Vous voyez l'endroit où sont les Médicis au centre, c'est pas eux qui ont forcément le plus de liens. En revanche, ils sont à un endroit où il y a deux partie des élites florentines qui, autrement, n'auraient pas d'alliance entre elles et se feraient la guerre. Donc, ils occupent une position intermédiaire, très forte, qui tiennent deux camps qui, autrement, se feraient la guerre. C'est une position extrêmement favorable. Donc, on y reviendra, ce n'est pas forcément la taille du carnet d'adresse qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. On va éventuellement en reparler. Mais ça marche déjà il y a 600 ans. OK, donc ce n'est pas nouveau. Il faut attendre un petit peu de temps pour que cette idée pénètre les sciences sociales. D'abord parce que les sciences sociales, c'est relativement récent. On parle de sciences sociales à partir de quand? Du 19e siècle, de la fin du 19e siècle. En l'occurrence, cette idée que ce qui fait le monde social, ce sont des réseaux, ce sont des liens entre des personnes. Alors, c'est hyper compliqué de dire d'où elle vient, mais on peut l'associer avec un sociologue, philosophe, historien. C'est difficile à dire ce qu'est Norbert Elias, mais il a écrit un livre qui s'appelle « La société des individus » en 1939. Et dans ce livre, il dit la chose suivante. La structure et la forme du comportement d'un individu dépendent de la structure de ses relations avec les autres individus. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire nos relations déterminent nos façons de penser, de sentir, d'agir. Pour expliquer ça, Elias parle souvent de sport. Alors, ça va être mon fil rouge, du coup, peut-être, le foot, dans cette présentation. Il donne l'exemple du match de football. Regardez peut-être juste la dernière phrase. Il dit « La société, je ne sais pas ce que c'est difficile à dire, mais quand je regarde un match de football, tout d'un coup, je comprends ce que c'est que la société. » Il dit « On comprend que c'est de la configuration mouvante des joueurs elles-mêmes que dépendent à tout moment les décisions et les mouvements de chacun d'eux individuellement. » Autrement dit, il n'y a pas 11 personnes qui font n'importe quoi sur le terrain, vous le savez probablement très bien. Ça marche pour tous les sports collectifs, ça marche encore mieux probablement par exemple pour le volley, où c'est beaucoup plus fixe à la limite. On pourrait rentrer dans les détails. Mais ça veut dire que ce que je fais sur le terrain, à chaque moment, mes actions, mes déplacements dépendent des déplacements des autres et du jeu des autres. Et c'est ce que Elias va appeler. Alors, Elias ne va pas employer le mot réseau. Il va employer le mot configuration. Mais cette configuration, il dit qu'elle est au moins aussi réelle que chaque joueur pris individuellement. Et qu'on peut très bien l'observer. Et vous, probablement, vous savez, parce que voilà, professionnellement ou par vos études, vous savez très bien la voir dans tous les jeux ou dans tous les sports collectifs. Alors, Elias, en gros, il le pense théoriquement. On ne peut pas vraiment dire qu'il va trouver comment étudier ces réseaux. Et il n'a pas le mot non plus. En fait, c'est un petit peu au même moment. C'est un psychologue d'origine autrichienne qui s'appelle Jacob Moreno, qui lui va apporter la technique pour étudier ça. Et là aussi, ça va avoir pas mal de répercussions en matière de... Alors, on ne disait pas STAPS à l'époque, mais par exemple, on parlait de sociométrie du sport. Pourquoi? Parce que Moreno, il invente ça. Il appelle ça la sociomatrice. C'est une feuille, on dirait un tableau Excel, c'est un quadrillage, mais il s'en sert pour interroger les personnes qu'il veut étudier. Imaginez que, par exemple, là, il y a 24 personnes, imaginez que c'est une promo, je ne sais pas combien vous êtes en M1, imaginez que c'est votre promo de M1. On va vous mettre tous à la fois en ligne et en colonne dans ce tableau. Et puis, si je suis sociologue, je vais aller interroger chacun d'entre vous et je vais vous demander à chacun quels sont vos 3 camarades préférés et quels sont les 3 camarades que vous détestez dans la promo. Et je vais mettre des petits plus et des petits moins sur chaque ligne. Donc, je vais vous voir tous un par un. Et ça, Moreno dit, ça, c'est mon truc pour travailler. En revanche, pour étudier le réseau, c'est incompréhensible. Je vous montre ça, vous ne comprenez rien à la structure des relations entre les individus. Donc, il invente un deuxième truc dans ce livre de 1934. Il invente ce qu'il appelle le sociogramme. Le sociogramme, c'est une représentation graphique des plus et des moins. Ici, c'est l'exemple des relations d'amitié, entre guillemets, dans une équipe de football américain. Alors, s'il y a une flèche...
voyez, s'il y a un trait à la flèche, ça veut dire que ce qui arrive très souvent quand on fait ce type d'enquête, ça veut dire que, par exemple, JA a dit qu'il appréciait beaucoup MS, mais MS, il n'est pas au courant. Ce n'est pas réciproque. S'il y a un petit trait qui barre le lien au milieu, ça veut dire que c'est réciproque. Moi, je fais ça chaque année dans les promos de L3, parce que j'ai un cours là-dessus à Grenoble. Et c'est une constante de ce qu'on appelle la sociométrie, donc on va dire des structures des relations, c'est qu'il y a moins de 50% des liens d'amitié qui sont réciproques. C'est un truc horrible, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, en gros, et pour enfoncer le clou, les garçons oublient souvent de retourner les amitiés. Hein. Je lui avais raconté ça une fois dans une classe de première. Il m'a dit c'est normal, monsieur, c'est ce qu'on appelle l'indice de bogossitude. On me parle, mais même quand on demande à qui avez-vous parlé au cours de la journée, c'est pas réciproque non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on vous a parlé, vous en êtes même pas rendu compte. Donc, avec Moreno, on va avoir les outils, c'est-à-dire cette grille pour relever les relations et ce genre de graphique qui est complètement nouveau à l'époque. Alors là, Moreno, il l'invente, en gros. On peut le dire. Il s'inspire en gros, on va dire, des arbres généalogiques ou des choses comme ça, ou de l'anthropologie de la parenté, mais il l'invente. Et le mot, je vais appeler ça un réseau, en fait, c'est 20 ans plus tard, un anthropologue anglais qui s'appelle John Barnes, qui enquête sur une île de Norvège dont il essaye de décrire la structure sociale, de montrer les classes sociales. Et il est décontenancé parce qu'il arrive dans cette île, il s'installe pour 2 ans, il voulait montrer la lutte des classes, et en fait, tout le monde lui dit non, nous, c'est une seule classe sociale, on est les classes moyennes. Et il essaye de comprendre pourquoi. Et en fait, c'est que tout le monde connaît plus ou moins tout le monde dans cette île, et donc on a des relations de sociabilité qui nous obligent à nous penser comme plus ou moins égaux. Donc malgré les différences importantes, objectives, de patrimoine, de niveau d'éducation, etc., comme on est en relation, on va penser qu'on est égaux, qu'on appartient tous à la même classe sociale. Et donc il dit, en fait, ça veut dire qu'il y a la sphère économique, la sphère politique, mais il y a une autre sphère de la vie sociale qui ne sait pas trop... Voilà. Et dans ce texte-là, dans cet article, qui est fondateur, il dit, cette sphère, il me semble approprié de parler de réseau pour la désigner. L'image que j'ai en tête est celle d'un ensemble de points qui sont reliés par des lignes. Ben, cette image, maintenant, 75 ans plus tard, on l'a tous en tête. Est-ce que c'est nouveau ? En fait, ce n'est pas nouveau du tout. Je finis là-dessus, mon petit topo historique. Ça vient d'un philosophe mathématicien qui s'appelle Euler, 18e siècle. Et en gros, on va rajouter là-dedans, sur toutes ces intuitions, on va rajouter des maths, en fait. Et la science des réseaux, c'est plutôt une science assez formalisée, avec pas mal de maths ou de données quantitatives. Ça vient de la théorie des graphes. Euler, en gros, il habite à Königsberg et pour réfléchir, il a besoin de marcher dans la ville. Donc, il réfléchit en marchant. Et comme il est mathématicien, il se demande s'il n'y a pas un moyen de visiter toutes les parties de la ville et de passer par tous les ponts de la ville sans repasser 2 fois au même endroit. Et comme il est très fort, il essaye de résumer ce problème en se disant, en gros, ça veut dire, est-ce que je suis capable de dessiner cette figure qui est faite de points et de traits sans lever le crayon ? Problème que vous connaissez peut-être si vous essayez de dessiner un petit moulin ou une petite maison, là, voilà, un truc hyper classique. Vous pourrez essayer, je ne vous explique pas toute la théorie de l'air, mais pour résoudre ce problème qui est en fait très compliqué, il va trouver une solution géniale et il va développer toute une mathématique qu'on appelle la théorie des graphes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait beaucoup de maths parmi vous, mais on voit ça plutôt en général en prépa scientifique, pas forcément au lycée. En tout cas, c'est ça que nous, en sciences sociales, on va récupérer pour étudier les réseaux des individus. Je résume. Qu'est-ce qu'on va étudier ? Donc, on va étudier des réseaux sociaux. On va essayer de penser un instant que le monde social est fait de points et de traits. Les points, alors, c'est soit des individus, mais c'est ce que vous voulez, les points. Ça peut être des clubs, ça peut être des associations, ça peut être des pays, ça peut être des mots dans un texte. Et les traits, c'est ce qui les relie. Et là aussi, ça peut être ce que vous voulez. Des liens d'amitié, des échanges de services, des passes sur un terrain, des sentiments, des poignées de main, des engueulades, etc., etc.
Vous mettez ce que vous voulez comme lien, vous mettez ce que vous voulez comme point, mais c'est ça votre objet. Et ensuite, comment ça s'analyse ? On va faire, alors moi je dis sciences sociales des réseaux ou sociologie des réseaux, mais on parle aussi beaucoup d'analyse de réseaux. en anglais, on dit network science ou social network analysis. L'idée, c'est que, en fait, on regarde plus seulement les individus, on regarde plus seulement les classes sociales, on regarde les relations entre les individus, c'est ça notre objet spécifique, et on regarde les structures de ces relations. Quelle forme elles ont ? Pas la relation elle-même, mais l'ensemble qu'elles composent. Est-ce que ça a une structure particulière ? Et ensuite, on se demande, cette structure, premièrement, quel effet elle a sur les individus ? Et deuxièmement, ce que font les individus réciproquement, qu'est-ce que ça fait à la structure ? Donc on essaye de se poser ce genre de questions. Concrètement, comment on fait ? On fait des enquêtes. On va utiliser dans les enquêtes ce qu'on va appeler des générateurs de noms. Donc si vous voulez enquêter là-dessus, faire un travail dans le cadre de votre master par exemple, il faut penser à un questionnaire. Vous pouvez faire une petite enquête par questionnaire en utilisant Google Forms par exemple. Et vous allez utiliser des générateurs de noms, c'est-à-dire vous posez une question dans le questionnaire qui fait dire à vos enquêtés des noms de personnes avec qui ils sont en relation. Exemple, si vous deviez vous absenter, à qui demanderiez-vous de vous occuper de vos plantes, votre animal domestique ou votre courrier ? Qui est un générateur de noms hyper classique pour voir des liens peut-être faibles, mais de voisinage, mais quand même des liens un peu particuliers, parce qu'on laisse les gens rentrer chez soi. Je vous donne un exemple, parce qu'on a travaillé sur... En fait, moi, ce qui m'occupe depuis 5 ans, c'est une grande enquête sur les suites des confinements de 2020, parce que quand on étudie la sociabilité et les structures des relations, évidemment, pour nous, c'est horrible de le dire comme ça, mais c'est une expérience in vivo absolument géniale, un confinement. On prive les gens d'une partie de leurs relations et on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui leur arrive ? Ce qu'on montre, c'est qu'il leur arrive quand même des tas de choses, et il vous arrive des tas de choses depuis 5 ans, parce que pendant une période importante, notamment, en particulier vous, de constitution des réseaux, vous avez été privé des libertés ou très restreint sur vos libertés de circulation et de réunion. Donc il y a un certain nombre de liens qui en ont été forcément bouleversés. Donc voilà un générateur de noms qu'on avait mis dans cette enquête de 2021, deuxième confinement. En dehors des personnes qui sont confinées avec vous, de qui vous êtes-vous rapproché ou contactez-vous plus fréquemment depuis le confinement, pouvez-vous indiquer le prénom et surnom. Il nous faut des noms. Vous n'êtes pas obligé de faire un questionnaire, vous pouvez faire des entretiens. Vous pouvez aller interroger, vous prenez votre dictaphone, vous allez voir, ou votre téléphone, et vous allez interroger des gens pour leur faire raconter leur réseau. Là, je vous mets des exemples d'une technique qui est très classique maintenant, entretien, à tel point que maintenant, il y a même une appli sur smartphone pour le faire, pour recueillir les réseaux des gens. Vous leur donnez une feuille avec, vous voyez, cette espèce de quadrillage, pas quadrillage, cercle concentrique, et vous leur dites, générateur de noms, pareil, qui sont les gens à qui vous pourriez parler de choses importantes ou de problèmes personnels, pour essayer d'avoir leurs liens forts, leurs confidents. Et vous leur dites, placez-les sur la feuille. Et ils vont dire où ? Où vous voulez. Et vous voyez, par exemple, à gauche, cette enquêtée a écrit « Family » en bas à gauche, « Friends » en bas à droite, « Business » et je ne sais plus, j'arrive pas à lire en haut. Mais elle a fait d'elle-même cette espèce de partage dans son réseau entre différentes personnes qu'elle a marqué sur le graphique. Ça a un avantage, cette technique, c'est qu'ensuite, vous pouvez leur demander une deuxième chose, vous leur dire « Ok, super, vous avez fait ce dessin. » Moi, j'irai le recopier, je mettrai dans mon ordinateur. Est-ce que vous pouvez juste faire des traits entre les personnes qui se connaissent entre elles ? Et donc, je peux voir la structure des réseaux personnels, voir si tout le monde connaît tout le monde, ou s'il y a 2 clics de bandes qui sont un peu séparées, la famille, les copains, et on ne mélange pas, par exemple. Voir où est le conjoint ou la conjointe dans ce réseau, au milieu ou juste dans un coin. Bon, on peut voir des tas de choses avec ça, et c'est des façons d'enquêter. Qu'est-ce que ça montre ? C'est quoi les grands résultats ? C'est ce qu'on va regarder là maintenant pour finir. Premier grand résultat, ces réseaux sociaux sont inégaux. Donc il y a un travail hyper important, si vous voulez en savoir plus là-dessus. C'est un livre qui s'appelle « La vie en réseau », qui est paru en 2011, dans lequel ses collègues, Claire Bidard, Alain Degène et Michel Grossetti, ont suivi pendant 20 ans des gens qui avaient 15 ans au début de l'enquête et 35 ans à la fin, pour regarder les transformations de leurs relations et de leur sociabilité. Et ça montre quoi ? Alors au départ, c'est que suivant le milieu social d'où vous venez,
vous n'avez pas les mêmes réseaux, et déjà tout simplement en termes de taille. Regardez ici la différence. Pour ceux qui vont être, alors là c'est plutôt à l'arrivée, qui vont être cadres, le nombre moyen de relations qu'ils citent avec les générateurs de noms, c'est 35. Ils vont dire 35 noms différents. Ceux qui sont employés ouvriers, c'est 21. C'est presque du simple au double. La taille des réseaux, on va dire, entre les classes populaires et les classes favorisées. En termes de niveau de diplôme, ça marche aussi. Ceux qui ont le bac, c'est 24 relations en moyenne. Bac plus 4, c'est 36. C'est pas très compliqué à comprendre. Parce qu'on se fait où des relations? Où est-ce qu'on noue des liens et on les maintient? Parce qu'il faut du temps de coprésence. Ben, c'est par exemple à l'université. Donc plus les études sont longues, plus les occasions de fabriquer ces liens sont nombreuses. Ok, très bien, formidable. Il y en a qui ont beaucoup de liens, il y en a qui ont moins de liens, ils font probablement autre chose. Parfait, on fait ce qu'on veut. Sauf que ces liens, ce réseau, c'est du... Alors, on va employer ce terme parce que Pierre Bourdieu l'emploie pour la première fois dans un article de 1980. C'est du capital social. Dans la théorie de Pierre Bourdieu, il y a 3 formes de capitaux. Le capital économique, c'est le revenu, le patrimoine. Le capital culturel, c'est en particulier les diplômes. Et puis, il y a les relations. Et Pierre Bourdieu va dire, alors d'abord, il va le définir, il va dire le capital social, c'est l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations. Oublions le reste. Ça veut dire quoi? Vous avez des amis, vous avez des contacts. OK, très bien. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Sauf que ces amis et ces contacts, eux-mêmes, ils ont du capital. Ils ont des revenus, ils ont du patrimoine. Donc vous leur dire, tu peux pas me prêter 100 € jusqu'à demain, je te les rends demain. Vous pouvez pas dire ça à quelqu'un qui n'a pas 100 €. Ils ont des diplômes, donc vous pouvez leur dire, tu veux pas m'aider pour le devoir de demain, je suis vraiment dans la merde, il faut que tu m'aides. Donc ils peuvent vous aider avec leurs compétences culturelles, scolaires, etc. Et ils ont des relations. Et donc vous pouvez leur dire, je crois que tu connais machin, tu veux pas me le présenter? Ils détiennent ça et vous pouvez accéder à eux si, 1, vous avez une relation avec eux, et 2, vous êtes capable, vous êtes en capacité de l'amener à mobiliser pour vous ces ressources. Ce qui fait dire à Pierre Bourdieu qu'en fait, ça ne sert à rien le capital social. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a quelque chose, j'aurais dû le dire avant, c'est que vos relations, vos contacts, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils vous ressemblent. C'est ce qu'on appelle l'homophilie. Globalement, on est en lien d'amitié, philein, avec des gens qui nous ressemblent, qui ont le même... Forcément, on les a rencontrés à la fac. Ils sont tous en STAPS. Donc mes amis, pour une grande partie d'entre eux, ils ont le même niveau d'études, le même milieu social, la même origine résidentielle, etc., etc., etc. Ce que dit Pierre Bourdieu, ça veut dire en gros, super, vous avez plein de relations, mais ils ont exactement les mêmes ressources que vous. Donc c'est juste un effet multiplicateur. Les classes favorisées ont plein d'amis classes favorisées qui ont les mêmes ressources qu'eux, super, ils vont s'échanger leur chalet à la montagne entre eux. Les classes populaires ont plein d'amis qui n'ont pas beaucoup de ressources. Qu'est-ce qu'ils en font? Pas grand-chose. Voilà. Donc Pierre Bourdieu dit, le capital social, en gros, c'est pas une dimension autonome de la vie sociale et des ressources sociales. Et ça fait aussi que derrière, chez tous les élèves de Pierre Bourdieu et dans cette école théorique, on va pas beaucoup s'intéresser au capital social. Sauf que, depuis 20 ans, ou depuis 40 ans, là, depuis l'article de Pierre Bourdieu, on a plein de travaux qui montrent qu'en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas la taille du réseau seulement, ce n'est pas les ressources que possèdent vos contacts, c'est les structures des relations. Et là, il y a un truc fondamental, c'est un article de Mark Granovetter qui s'appelle « La force des liens faibles ». Vous pourriez penser que les liens qui comptent, c'est les liens les plus forts, les gens, vos amis les plus proches, vos confidents, etc. En fait, Granovetter va montrer que ça ne marche pas complètement comme ça. Imaginez que vous êtes A et que vous avez 2 amis B et C avec lesquels vous avez des liens forts. Formidable. Ce que dit Granovetter, c'est que si vous avez des liens forts avec B et C, il y a des chances qu'ils vous ressemblent. Principe d'homophilie. S'ils vous ressemblent, il y a des chances qu'ils se ressemblent entre eux. Et comme ils se ressemblent entre eux et que c'est vos amis, vous passez beaucoup de temps avec B et avec C, B et C vont se croiser. Et comme ils vous ressemblent, ils se ressemblent, ils vont plutôt trouver des sujets de conversation, ils vont se trouver sympas, donc ils vont avoir au moins un lien faible entre eux. Mince, je suis allé trop vite.
Et donc, entre B et C va apparaître un lien faible. Et Granovetter dit ça veut dire qu'un lien fort, par exemple le lien AB, ça peut jamais être un pont entre deux univers séparés. Parce que s'il y a un lien fort, il va apparaître des liens faibles autour. Alors qu'un lien faible, quelqu'un que vous voyez de temps en temps, vous étiez en promo avec lui en STAPS il y a 15 ans, et dans 15 ans, alors projetez-vous, vous dites « Ah, il y avait machin, il est devenu quoi ? Ah, il est devenu ça, ok. Ben, je peux le recontacter en disant « Tu te rappelles de moi ?» Ça, c'est un lien faible. Et il est parti dans un autre univers, social, professionnel, culturel, tout ce que vous voulez, ou il est parti à l'étranger, vous voulez voyager là-bas, vous allez utiliser possiblement cette ressource. Et donc Granovetter dit ce qui compte, c'est les liens faibles, pas les liens forts. C'est ça la ressource. C'est les gens qu'on voit moins souvent, avec lesquels on a des relations moins fortes, etc. Cette théorie, elle va être développée par un autre sociologue de l'université de Harvard qui s'appelle Ronald Burt. Ils sont tous à Harvard, globalement, ces sociologues américains qui travaillent là-dessus, avec la notion de trou structural. En gros, Burt, en partant de cette idée de lien faible, va dire « Quand je suis dans la position de Jim ou de Jules, ce qu'il faut, c'est que mes contacts… » Alors, Burt, il décrit vraiment le monde de l'entreprise, hein, un monde où on peut gérer, pour le coup, là, éventuellement, son réseau comme une ressource. Et Burt dit, ce qui compte, c'est que mes contacts n'aient pas de contact entre eux. C'est ça un trou structural. Un trou structural, c'est une absence de lien entre mes relations. Et il dit, ça c'est un avantage. C'est ça qui fait qu'on est autonome. Quand il y a des liens entre tous mes amis, ils me contrôlent. Quand il n'y a pas de lien entre eux, je les contrôle. Par exemple, si c'est… Alors lui, en gros, ce n'est pas des amis, c'est des clients ou des fournisseurs. Donc, quand il n'y a pas de lien entre mes clients, ils ne peuvent pas s'entendre sur le prix. C'est moi qui vais leur imposer le prix. Et ce qui compte aussi, c'est que leurs propres ressources, leur propre réseau, ils soient séparés, ce ne soient pas les mêmes. Donc il dit que voilà, la contrainte pesant sur Jim, elle est de 53%, il est très contraint. La contrainte pesant sur Jules, elle est de 20%. Parce qu'en gros, Jules, c'est Jim, mais qui se serait débarrassé de son lien avec 1 et avec 3. Sinon, c'est les mêmes réseaux. Et il a remplacé ça par des liens avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir. Donc il a, pour le même coût relationnel, c'est-à-dire le temps qu'on passe à entretenir son réseau, il s'est doté de relations qui lui permettent d'aller ailleurs dans le monde social. OK, très bien. Ça, c'est le monde de l'entreprise. Il est possible que ça marche comme ça dans le monde de l'entreprise. Ça a été extrêmement discuté, la théorie de Burt, et lui-même, après, il l'a revisité. Je vous dirai, pour conclure, comment. Moi, je vais vous montrer, alors ce n'est pas la recherche d'emploi, c'est quelque chose de plus tragique et de, on va dire, de moins anodin. C'est ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici étudié à partir d'une longue enquête faite avec l'historienne Claire Zalk sur les Juifs de Lens. Alors, Claire Zalk a reconstitué les trajectoires des 993 membres de la communauté juive présents à Lens en 1939. Elle regarde qu'est-ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'ils sont, en gros, pour le dire très simplement, il y en a la moitié qui est exterminée et l'autre moitié qui survit. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a des déterminants de la survie? Est-ce qu'on peut les trouver? Alors, il y en a un certain nombre, et le réseau en fait partie, mais d'une façon un petit peu compliquée. Alors, juste un mot pour dire comment on a reconstitué ça. On s'est appuyé sur les liens de parenté, sur les liens de voisinage, sur les co-appartenances à des clubs, à des associations, etc., sur toutes les traces qu'on peut trouver. En histoire, c'est assez compliqué. Je ne peux pas aller avec mon générateur de noms, je ne peux pas aller avec mon questionnaire ou mon dictaphone. Il faut que je m'appuie sur les archives. Donc le réseau des Juifs de Lens en 1939, il ressemble à ça. Il y a une grosse composante centrale avec des gens qui sont rattachés plus ou moins fortement, qui ont plus ou moins de liens, donc des carnets d'adresses plus ou moins importants. Et puis il y a plein de petites familles satellites qui habitent à Lens ou qui habitent d'ailleurs dans la région lensoise ou un petit peu à distance de Lens. Et donc, en gros, qui va survivre ? C'était la question de Moreno au départ. Son livre, il s'appelait, je ne sais pas si vous avez vu, il s'appelait « Who Shall Survive ?» Qui va survivre? Là, on le prend vraiment au pied de la lettre, malheureusement. Ben, en fait, ce n'est pas plus j'ai de capital social, plus j'ai des chances de survie. C'est une sorte de courbe en cloche. C'est ceux qui ont un capital social moyen qui vont survivre. Ceux qui ont un capital social faible, qui sont plutôt dans les alentours ou au périmètre, enfin à la périphérie de cette grande composante centrale, en fait, ils vont avoir moins rapidement que les autres, ou une moindre chance que les autres d'avoir les informations sur les rafles qui se produisent à la fin de l'été 1942. Ils ne vont pas être tenus au courant, donc
les Allemands vont les rafler. Ceux qui ont le plus fort capital social, ils sont au centre, avec plein de liens dans les associations, etc. Ils ont beaucoup de ressources relationnelles, mais en même temps, ils sont extrêmement identifiés. Tout le monde les connaît. Les Allemands les connaissent. Les Allemands les ont sur des listes de Juifs depuis le début de la guerre ou presque. Donc, à un moment donné, ce capital social, c'est aussi une grande visibilité et c'est une contrainte. On peut penser aussi à la contrainte de Burt, de ce point de vue-là. Et donc, ils vont être arrêtés en premier et ils vont pas pouvoir y échapper. Et là, c'est un capital social moyen qui est protecteur. Donc, c'est un petit peu compliqué. On peut posséder, là, on va le retrouver littéralement, ce que je vous ai dit en introduction, on peut posséder un réseau, mais on peut aussi être possédé par son réseau, surveillé par son réseau, contrôlé par son réseau, qui restreint les marges de manœuvre. Et c'est extrêmement difficile à manipuler. Je conclus avec une théorie d'un anthropologue qui étudie à la fois les êtres humains et les primates. Alors, il y a plein de choses extrêmement critiquables dans les travaux de Robin Dunbar, mais c'est une façon quand même de dire ce que j'ai essayé de dire là en une demi-heure. C'est que pour Dunbar, chez les singes comme chez les hommes, en fait, on a des relations de la vie quotidienne qui ne sont pas des relations expressives. On n'est pas, quand on parle à ses amis, on n'est pas en train d'échanger des informations, on échange du lien. Et il dit qu'en gros, nous, quand on discute et qu'on parle de rien, c'est comme les singes quand ils s'épouillent. Le but n'est pas forcément de s'enlever les poux, nous non plus, ou de chercher les poux d'ailleurs quand on parle. Le but, c'est de fabriquer du lien, et de pacifier les relations et de maintenir les relations. Donc en fait, quand on parle de tout et de n'importe quoi, quand on dit comment ça va, etc., qu'est-ce que tu as regardé comme série hier soir, ah ouais, super. En fait, on parle de pas grand-chose, mais on parle de notre lien et on le travaille et on le maintient. Et Dunbar dit, c'est là où c'est beaucoup plus discutable, et ça a été beaucoup discuté, qu'on a un cerveau, le cerveau humain, qui nous permet de maintenir un certain nombre, presque fixe, de relations sociales de ce type-là. Et donc, il le représente par ce graphique. Mais en gros, il y a un trait un petit peu épais, vous voyez, qui est autour de ce qu'on va appeler les amis. En gros, Dunbar dit nos capacités cognitives, la capacité de notre cerveau, permet de maintenir 150 relations amicales stables. Pas plus. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais vous essayerez de compter. Autrement dit, Dunbar dit la manipulation du réseau, faire son réseau, entretenir son réseau, gérer son réseau, réseauter, ça donne même un verbe. En anglais, on dit to socialize, par exemple. Il est extrêmement sceptique. En fait, ce sont des mécaniques sociales beaucoup plus puissantes qui nous dominent largement. Et donc, ce serait la conclusion. Vous en faites pas trop pour ça. Vos réseaux s'occupent de vous à votre place. Merci.